Le 6 décembre 1791, un homme mourut, pauvre et oublié. Il s'appelait Wolfgang Amadeus Mozart. On l'enterra le lendemain à Vienne, dans une fosse commune, sans pompe, sans amis, sans musique, sans regret. Ainsi finit celui dont les chants célestes avaient attendri les cœurs les plus durs, celui qui avait fait pleurer les anges. Ce texte, signé Stendhal décrivant la mort de Mozart, est poignant, voire révoltant, mais il est, factuellement, complètement faux. Déjà, Mozart n'est pas mort le 6, mais le 5 décembre. Il n'était pas pauvre, mais endetté. Il n'était pas oublié du tout. Il ne fut pas non plus enterré dans une fosse commune, mais dans une tombe individuelle, certes de 3e classe, mais pas une fosse commune. Et il y a bien eu un service funèbre à l'église Saint-Étienne de Vienne, auquel y assistèrent la famille et quelques amis du couple. Alors, pourquoi ce mythe de l'artiste, maudit, miséreux, seul et oublié de tous, s'est-il propagé depuis et surtout, en quoi cela joue sur la créativité des artistes encore de nos jours ? C'est ce que je vous propose d'explorer dans ce nouveau format de vidéo que j'inaugure aujourd'hui. J'ai décidé d'aborder cet épisode de cette fin du XVIIIe siècle à la suite des échanges que j'ai eus avec notamment celles et ceux qui suivent mes formations, car il y a un thème qui y revient régulièrement et je vais vous démontrer en quoi le génial compositeur qu'était Mozart s'est présenté dans mon raisonnement en relation avec ce sujet. Il s'agit d'une notion qui a le paradoxe de se présenter comme une qualité alors qu'il s'agit en fait d'un poison lent qui crée et macère dans sa propre toxicité. Cette notion, c'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme se développe comme un comportement qui semble plutôt vertueux. Il se part des couleurs de l'exigence, de l'excellence, du travail acharné, et personne ne va remettre en cause ces valeurs d'exigence, d'excellence et de travail acharné qui doivent en principe nous amener à la perfection de l'œuvre que nous produirons. Et c'est précisément là, à cet endroit du raisonnement, que se situe la toxicité de ce comportement, car cela induit que l'œuvre que l'on va créer doit sortir parfaite ou ne doit pas sortir. Elle ne sort pas de notre esprit, ne s'incarne pas dans la matière tant qu'elle n'est pas parfaite. Et cette conception de l'acte créatif abolit littéralement le processus itératif de construction d'une œuvre. C'est-à-dire, par exemple, pour l'écriture, qu'on commence par un premier jet, qu'on l'améliore de version en version, ou pour la peinture, on commence par une esquisse, qu'on retravaille jusqu'à ce qu'on soit prêt à passer à l'introduction de la peinture, etc. Et ça, c'est le processus normal de construction d'une œuvre. Mais le perfectionnisme nous propulse dans une conception binaire et totalitaire du processus créatif. Encore une fois, l'œuvre doit sortir immédiatement parfaite, issue de notre esprit, et si on la considère imparfaite, elle doit rester dans notre tête, conceptuelle, en pur potentiel, jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Autant vous dire que c'est la meilleure solution pour que cette œuvre ne voie jamais le jour. Alors, d'où vient cette idée, d'où vient cette tendance ? Eh bien, elle n'est pas nouvelle, et sans remonter aux origines de l'humanité et en se limitant à l'histoire récente, donc fin du XVIIIe, début du XIXe, on peut dire que c'est la faute à Mozart. Et surtout au mouvement romantique qui a fait de Mozart un ange créatif, porteur de l'inspiration divine pour nous transmettre la musique des sphères. Donc, commençons notre démonstration ce 5 décembre 1791 où celui qui sera considéré comme le plus grand compositeur du monde vient de s'éteindre à l'âge de seulement 35 ans. Mozart meurt en laissant une veuve, Constance, et 2 enfants, 2 fils, Karl, 7 ans, et Franz, qui n'a que 4 mois. Je vais revenir dans un instant sur ce moment tragique, mais avant, rappelons-nous ensemble que le nom Mozart est devenu au fil des siècles un absolu,
une sorte d'idéal situé au sommet d'une hiérarchie qu'on peut décliner dans tous les domaines. Par exemple, on parle de Mozart des mathématiques, Mozart de la gastronomie, du tennis, tout ce que vous voulez. Ce nom, Mozart, est quasiment devenu un adjectif du langage courant en tant que synonyme de génie absolu dans une discipline. Et a fortiori dans la pratique artistique où ce nom est complètement magnifié, voire mythifié. Alors justement, examinons pourquoi c'est devenu un mythe. Et vous allez voir que je vais vous montrer qu'il y a des raisons très conjoncturelles qui se sont rajoutées au réel génie artistique du jeune phénomène qu'il était, bien sûr. Et surtout, nous allons voir quel est exactement le rapport avec le début de mon propos en regard de la notion de perfectionnisme que j'évoquais à l'instant. Avant cela, je vous rappelle que ma formation « La productivité de l'auteur » est en promo avec un tarif spécial en ce moment et pour une durée limitée. La productivité de l'auteur, c'est la formation divisée en 4 piliers experts qui vous permet de poser les bases de votre système d'écriture, non pas pour écrire votre prochain livre, mais pour écrire tous les livres du reste de votre vie. Évidemment, vous cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus et dépêchez-vous, la promo s'arrête bientôt. Revenons à nos moutons, ou plutôt à Vienne, en cette fin du XVIIIe siècle. Alors, comment ça s'est installé, cette affaire de mythification de ce cher Wolfgang? Principalement avec le mythe de ces manuscrits sans rature. J'exagère un peu, mais je ne suis pas très loin. En fait, pour être plus précis, il y a 3 raisons principales à la mythification du personnage. Une due à la personnalité de Mozart lui-même, et 2 raisons, on va dire, conjoncturelles, que je vais vous préciser ensuite. Mais d'abord, Mozart lui-même. Passons sur le fait que c'est un génie, prenons ça comme donnée de départ, il n'y a rien à démontrer sur ce sujet. En revanche, les spécialistes de Mozart qui ont étudié les témoignages de ses contemporains s'accordent sur 2 hypothèses. Premièrement, Mozart est né avec une oreille absolue. Deuxièmement, il semble qu'il avait aussi une mémoire eidétique, c'est-à-dire une mémoire photographique. Et si l'on combine ces 2 aptitudes, l'oreille absolue et la mémoire photographique, on obtient une capacité de visualisation exceptionnelle dans le cas présent, de la notation musicale. C'est-à-dire que Mozart pouvait littéralement voir les notes s'écrire sur les lignes de partition qu'il se représentait mentalement. Ça signifie qu'il pouvait travailler, tenter, essayer toutes les combinaisons de la composition d'un morceau entièrement dans sa tête pour ne le consigner sur papier qu'une fois qu'il estimait que la version finale de sa composition était atteinte. Et dans ce cas, cela explique parfaitement pourquoi les partitions autographes de Mozart, c'est-à-dire celles écrites de sa main, sont beaucoup plus propres que la moyenne, et même une grande partie sans aucune rature, sans aucune correction. Et c'est là que se situe l'illusion, car depuis l'extérieur, on assiste à un compositeur qui semble écrire des partitions finalisées et sans rature ex nihilo, alors qu'en fait, tout le travail itératif de création de l'œuvre dont je parlais à l'instant se fait mentalement grâce aux aptitudes spécifiques identifiées chez Mozart. On ne le voit pas, mais ce travail est réellement fait. Et pour confirmer cela, il se trouve qu'on a fini par découvrir des partitions autographes de Mozart qui montrent, consignées par écrit, ce travail itératif par la présence de corrections, de ratures de la main de Mozart, parfaitement présente, noir sur blanc sur ses manuscrits. Encore une fois, cela n'enlève rien au génie de Mozart, ce n'est pas ses aptitudes qui font son génie, mais cela nous rappelle qu'il fait bien partie de l'espèce humaine et que lui aussi, comme tous les créateurs et créatrices du monde, procèdent du même processus itératif de création d'une œuvre. Donc voilà pour ce qui est de la première de ces 3 raisons, qui est la capacité créative particulière de Mozart. Maintenant, voyons les 2 raisons suivantes que j'ai précédemment qualifiées de conjoncturelles. Et pour cela, revenons maintenant à cet instant dramatique du moment de son décès.
Comme je vous l'ai rappelé, la mort de Mozart laisse une veuve, Constance, et 2 garçons, dont un nourrisson en bas âge. Et pour compliquer cette dramatique situation, au moment de la mort de son Wolfgang, Constance se retrouve seule face aux énormes dettes qu'il a laissées. On estime cette dette à 2000 florins, c'est-à-dire, pour qu'on se fasse une idée, l'équivalent de plusieurs années de revenus d'un artisan de l'époque. Et surtout, en 1791, une femme n'a pas la possibilité de générer des revenus. Si le mari meurt sans laisser d'héritage, c'est une catastrophe qui peut très mal se terminer. Or, Constance Mozart, qui vient d'une famille modeste, n'a aucune fortune personnelle et se retrouve donc dans un dénuement terriblement dramatique. Si elle ne trouve pas une solution, Constance et ses 2 fils vont littéralement se retrouver à la rue. Pour de vrai. À l'époque, aucun filet social, aucun recours pour une femme seule avec 2 enfants. Heureusement, c'est une femme intelligente et combative. Elle fait le seul constat qui s'impose. Les uniques possessions dont elle dispose sont les partitions de son génie de mari, ainsi que sa réputation de musicien exceptionnel. Alors, pour glaner quelques subsides et survivre ne serait-ce qu'au jour le jour, elle organise des concerts commémoratifs et surtout, elle tente de monnayer les partitions de Wolfgang. Et là, elle se rend compte que le biais qui fonctionne le mieux, qui vend le mieux, c'est quand elle insiste sur l'inspiration divine de Mozart pour la composition de ses œuvres. Elle ne se force pas outre mesure puisqu'elle aimait son mari et admirait réellement le génie qu'il était. Et pour cela, il se trouve que les manuscrits de Mozart peuvent parfaitement étayer le narratif de l'inspiration divine. En effet, quoi de mieux pour le démontrer que les partitions immaculées sans aucune rature du compositeur. Elle va donc procéder à un tri intelligent dans le corpus des manuscrits en proposant à la vente en priorité les partitions qui répondent à ce critère de perfection. Et grâce à tout cela, elle va permettre à sa famille de survivre d'abord, de payer toutes ses dettes ensuite et, sans jamais connaître la richesse, de vivre une vie respectable en tant que gardienne de la mémoire de Mozart jusqu'à son décès en 1842. Voilà donc pour Constance et la première de ces 2 raisons conjoncturelles, mais maintenant voici la seconde. Cette seconde raison qui soutient aussi la mythification de Mozart. Ce que je viens de vous raconter sur l'action de Constance dans cette direction se situe à cheval entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe. Or, quel est le mouvement culturel puissant qui naît exactement dans cette période et qui va irriguer toute l'Europe de son intensité? Eh bien oui, c'est le courant romantique. Et comme on sait, le courant romantique a besoin de héros menant des combats épiques contre ou avec ou en même temps que les forces de la nature et du divin, d'autant plus s'ils ont le profil de héros maudits, martyrisés au cours de leur quête perdue. Mozart, génie divin, mort quasiment dans la misère, remplit toutes les cases pour devenir, pour les romantiques, un de leurs héros. Et comme je vous l'ai rappelé au début de cette vidéo, certains auteurs romantiques vont jusqu'à réécrire la mort de Mozart pour en faire un récit épique et dramatisé à outrance. Et cette vision des choses va même déborder sur le XXe siècle, notamment dans la pièce de théâtre Amadeus de Peter Shaffer, écrite en 1979, qui sera adaptée en 1984 par Miloš Forman au cinéma, sous le même nom. Alors, la raison pour laquelle je vous ai fait ce détour historique, c'est qu'il faut bien comprendre que cette idéalisation de l'artiste, créateur divin et maudit, est une notion que nous continuons de traîner dans notre inconscient de créateur, de créatrice, que nous soyons auteurs, autrices, peintres, musiciens, etc. Et que cela fait partie des choses qui contribuent à nous verrouiller dans le perfectionnisme. Cela n'intéressait pas du tout les romantiques de s'attarder sur cette notion de processus itératif dans l'acte créatif. Pour eux, cette conception des choses est anecdotique, ennuyeuse, profane.
Les romantiques estiment que le geste créatif doit être porté par un souffle épique, voire divin. Alors, ce faisant, et surtout avec l'instrumentalisation de l'exemple de Mozart, on contribue, comme je le disais tout à l'heure, à minorer, voire à abolir l'idée d'un artiste besogneux qui travaille de manière incrémentale à plusieurs versions de son œuvre. Et encore une fois, on renforce cette idée que l'œuvre doit sortir dans sa forme finale, directement sur le papier ou sur la toile, sans aucune retouche ni correction, puisque par définition, elle est parfaite. Comme Mozart. Ce qui, on l'a vu, n'est pas du tout la vérité du processus créatif de Mozart lui-même. On imagine bien à quel point cette vision des choses devient paralysante pour un créateur ou une créatrice. Car en restant dans cette conception des choses, on se fabrique un enjeu tellement énorme que pour éviter de confronter notre œuvre à la réalité, donc à l'imperfection inhérente au travail progressif, itératif, nous nous contraignons à une rétention, encore une fois complètement verrouillée, de notre production créative. Alors, à partir de là, quelles sont les solutions pour sortir de cet enlisement perfectionniste? Eh bien, je viens de vous en citer le principe. Accepter l'imperfection des premières versions, des premières esquisses inhérentes au travail progressif, itératif du geste créatif. Et plus précisément, avoir le courage d'être dans ce moment de vulnérabilité où vous contemplez votre œuvre en construction. C'est réellement un moment très inconfortable qui demande, comme je viens de vous le dire, du courage et du sang-froid. C'est-à-dire réfréner les premiers réflexes de dénigrement systématique de ce premier travail. Cela requiert donc de sortir de cette vision binaire du travail sur notre œuvre où seuls deux pôles n'existent, c'est nul ou c'est parfait. Donc au lieu de dire « mais c'est vraiment nul ce que je viens de faire », changez d'étiquetage dans votre vocabulaire, abandonnez cette violence immature sur votre travail pour évaluer la réalité de ce que ça représente, une première version que je vais améliorer petit à petit. C'est ça la maturité d'un créateur, d'une créatrice. D'ailleurs, quand on a cette maturité sur son travail, c'est précisément ce voyage qu'on trouve passionnant. Comment amener cette première version, cette première esquisse, imparfaite par nature, vers quelque chose qui va nous satisfaire de plus en plus jusqu'à la version finale que, rassurez-vous, nous seuls déclarerons comme telle. Et pour parachever mon propos, cela signifie que notre puissance d'auteur et d'autrice, et de créateur en général, ne se situe pas dans l'intensité de notre perfectionnisme déguisé en exigence, mais bien dans l'acceptation profonde de notre vulnérabilité comme base vivifiante de notre puissance créatrice. Je vous ai synthétisé là les grands principes qui vont nous permettre de sortir de cette prison stérile du perfectionnisme, et je vous rappelle que je consacre une session entière sur ce thème dans ma formation, la productivité de l'auteur. D'ailleurs, la session précisément consacrée à ce thème est parfaitement ciblée sur la résolution de cette problématique en proposant notamment des applications très pratiques pour sortir de nos tendances perfectionnistes. Je vous le rappelle une dernière fois, il y a actuellement une opération spéciale sur cette formation. Alors évidemment, tout dépend de quand vous visionnerez cette vidéo, mais cliquez sur le lien en description pour prendre connaissance des conditions exceptionnelles de cette offre qui va bientôt prendre fin. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps si précieux et je vous dis à très vite pour la prochaine.